Bienvenue à tous pour une nouvelle plongée dans un sujet captivant. Captivant, oui, et surtout d'actualité. Ah, ça, on peut le dire. On va parler d'accessibilité, plus précisément de l'acte européen sur l'accessibilité. Vous savez, cette législation qui arrive à grands pas. L'EAE, tout à fait. Entrée en vigueur en juin 2025. Exactement, avec d'autres étapes en 2030. Déjà, pour être sûr qu'on parle bien de la même chose, EAE, c'est l'acte européen sur l'accessibilité. Pas l'association d'aviation, hein. On est bien d'accord. On évite les confusions. Parfait. Mais le plus important, c'est de comprendre le cœur du sujet. L'EAVI, ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire que beaucoup de produits et de services vendus dans l'UE, eh bien, ils devront être accessibles. Toutes les entreprises qui font du business en Europe, qu'elles soient européennes ou pas, Donc même les entreprises hors UE qui vendent en Europe. tout le monde est concerné. Et il faut bien comprendre l'enjeu. On parle de 135 millions de personnes en situation de handicap dans l'Union européenne. 135 millions, c'est énorme. Énorme de marché potentiel. Et c'est basé sur la définition de l'ONU du handicap. C'est important de le préciser. Oui. On parle de limitations physiques, mentales, intellectuelles, sensorielles. Des limitations durables. Et qui se heurtent à des obstacles. Donc des obstacles à l'accès à l'information, aux services, aux produits, exactement. Et il y a des exceptions à cette obligation d'accessibilité. Oui, bien sûr. Il faut être pragmatique. On imagine bien. Par exemple, les micro-entreprises. Les toutes petites C. Oui, moins de 10 employés ou moins de 2 millions d'euros de chiffre d'affaires annuel. D'accord. Elles peuvent demander à être exemptées en invoquant une charge disproportionnée. Mais c'est pas automatique, j'imagine. Non, il faut le prouver. Et ça peut être compliqué. Bien sûr. Et puis, il y a le B2B et le B2G. Le business to business et le business to government. Oui. En général, l'EAA ne s'applique pas à ces types de transactions. D'accord. Mais attention, d'autres normes d'accessibilité peuvent exister. Donc c'est pas une zone de non-droit pour autant. Non, loin de là. Concrètement, quels sont les produits et services impactés par cette loi? On parle d'éthique, principalement. Les technologies de l'information et de la communication. Le numérique, en gros. Exactement. Site web, plateforme de e-commerce, application mobile. Tout ce qu'on utilise tous les jours. Exactement. Mais aussi les distributeurs automatiques, les rives numériques, les services audiovisuels. Ah oui, la télé, les plateformes de streaming. Tout ça. Les services bancaires, les paiements en ligne, même les services de transport. La réservation des billets, l'information en temps réel. Vous voyez, le champ d'application est large. Très large. En fait, dès qu'une entreprise fournit de l'information à un consommateur, Elle doit s'assurer que cette information est accessible. c'est la règle d'or. Absolument. Et tout ça, ça entre en application quand on est en 2025. Oui, pour tout ce qui est nouveau. Les nouveaux produits, les nouveaux services. Exactement. Mis sur le marché après le 28 juin 2025. Après cette date, ils doivent être accessibles. Obligatoirement. Mais attention, on parle bien de nouveaux produits. Si je modifie un produit existant, est-ce que ça devient un nouveau produit Zara? Ah, c'est la grande question. Pas facile de s'y retrouver. En effet. Mais disons que si vous faites une modification substantielle après la date limite, ça peut être considéré comme un nouveau produit. Donc soumis à l'obligation d'accessibilité. Tout à fait. Donnez-moi des exemples. Imaginez un site web. Vous ajoutez des pages d'atterrissage après juin 2025. Des landing pages, comme on dit. Oui, ou vous modifiez profondément un formulaire. Ou vous créez une nouvelle section importante sur le site. D'accord. Même si vous mettez à jour une citation dans un document publié avant 2025. Un livre blanc, par exemple. Voilà. Tout ça peut être considéré comme la mise sur le marché d'un nouveau produit. Et donc, obligation d'accessibilité. C'est ça. Bon, ça se complique un peu là. On est d'accord. Mais il y a aussi des délais supplémentaires pour certains services. Jusqu'en 2030, c'est ça à oublier. Oui. Et des exceptions spécifiques. Par exemple, MULMAC, les contenus audio et vidéo préenregistrés. publié avant juin 2025. Exactement. Les formats de fichiers bureautiques, les cartes en ligne, si l'info essentielle est disponible ailleurs. Les contenus tiers que l'entreprise ne finance pas ou ne contrôle pas. Je vois. Et les archives, si elles ne sont plus mises à jour après juin 2025. Ça fait pas mal d'exceptions. Oui. Et il y a aussi la notion de durée de vie économiquement utile. Qu'est-ce que c'est que ça y est? Ça concerne les distributeurs automatiques et les bornes interactives déjà installées. Ah, d'accord. La question, c'est de savoir s'il est économiquement viable de les mettre à niveau. Je comprends. Et concrètement, comment on prouve qu'on est conforme à l'EAA? Il faut être méthodique. Un peu comme pour le RGPD, j'imagine. Exactement. Il faut établir des plans, les documenter, les appliquer. Des plans pour l'accessibilité. Oui. Et ça implique de corriger le problème existant, bien sûr.
On répare ce qui ne va pas. Bien. Mais surtout, il faut penser l'accessibilité dès le début. Dès la conception des produits et des services, C'est essentiel. Et il faut publier des feuilles de route. des roadmaps, comme on dit en anglais. C'est ça. Des roadmaps stratégiques, opérationnels, de formation. Tout doit être documenté. Et il faut prouver qu'on respecte les normes, j'imagine. Absolument. Le WCAG 2.1 IA pour le web, par exemple. Bon, on a bien compris l'aspect légal, mais au-delà de l'obligation, y a-t-il un intérêt économique pour les entreprises à investir dans l'accessibilité? Un intérêt. C'est une mine d'or. Ah bah, Vous imaginez environ 6 milliards de personnes en situation de handicap dans le monde. un marché colossal. Colossal, oui. Et un pouvoir d'achat énorme. On parle de 1 milliard d'euros par an en Europe. Juste pour les personnes handicapées. Oui. Et si on ajoute leurs familles, leurs amis, l'impact économique est encore plus important. C'est un argument de poids. Indéniablement. Tout à l'heure, vous avez parlé de validité temporaire. Qu'est-ce que vous vouliez dire? On a souvent une vision un peu étroite de l'accessibilité. On pense aux personnes en fauteuil roulant, aux malvoyants. C'est ça. Mais en réalité, tout le monde peut être concerné par l'accessibilité à un moment ou à un autre. On peut tous avoir une limitation, temporaire ou situationnelle. Exactement. Un bras cassé, un bébé dans les bras, une mauvaise connexion à Internet. C'est vrai. Dans ces situations, l'accessibilité devient essentielle. Et du coup, ça élargit le marché potentiel. Considérablement. Vous avez aussi parlé de l'effet de bordure de trottoir. C'est un concept intéressant. Expliquez-nous. Imaginez une rampe d'accès. Elle a été conçue pour les personnes en fauteuil roulant. Bien sûr. Mais elle est aussi utilisée par les parents avec des poussettes, les personnes âgées, les livreurs. C'est vrai. On a le même phénomène dans le numérique. Par exemple. Les sous-titres. Ils ont été créés pour les personnes malentendantes. D'accord. Mais aujourd'hui, tout le monde les utilise. Dans les lieux bruyants, en apprenant une langue étrangère. C'est un bon exemple, L'accessibilité, ça profite à tout le monde. au final. Exactement. Et au niveau des coûts, est-ce qu'il y a un intérêt à investir tôt dans l'accessibilité Oui, c'est beaucoup plus rentable. que de corriger les problèmes après coup? Tout à fait. Imaginez que vous oubliez de mettre un texte alternatif sur une image. C'est fréquent, ça. Très fréquent. Yes. Si vous devez corriger ça sur un site web entier, ça va vous coûter cher. Beaucoup plus cher que si vous l'aviez fait dès le début. C'est ça. Intéressant. Et est-ce que l'accessibilité peut être un moteur d'innovation pour les entreprises? Absolument. Quand vous concevez pour des besoins spécifiques, vous trouvez des solutions nouvelles. Et ces solutions peuvent ensuite profiter à un public plus large. Exactement. Des exemples commentés. La commande vocale. Initialement conçue pour les personnes ayant des difficultés à utiliser un clavier. D'accord. Mais aujourd'hui, tout le monde l'utilise. La complétion automatique, le mode sombre, ce sont d'autres exemples. L'innovation par l'accessibilité. C'est ça. Et qu'en est-il de la fidélisation des clients? L'accessibilité est un facteur clé de fidélisation. Ah bon. Les études montrent que les personnes handicapées sont très fidèles aux marques qui les respectent. C'est logique. Si un site web est inaccessible, ils vont l'avoir ailleurs. Et ils ne reviendront pas. Exactement. Alors que s'ils se sentent bien accueillis, compris, s'ils peuvent utiliser vos services facilement, ils vont rester. Ils vont devenir des clients fidèles. Et ils vont parler de vous autour d'eux. La meilleure publicité qui soit. C'est ça. Et l'image de marque, est-ce qu'elle est impactée par l'accessibilité en ligne? Fortement. De manière positive ou négative? Allez-y. Expliquez-vous. Si vous êtes inaccessible, vous risquez de la mauvaise publicité. Des critiques, des plaintes. Exactement. Certains pays n'hésitent pas à dénoncer les entreprises qui ne respectent pas la loi. Ça peut faire mal à l'image. En revanche, si vous êtes proactif, si vous mettez en avant vos efforts en matière d'accessibilité, vous pouvez en tirer un avantage concurrentiel. C'est un argument de vente. Tout à fait. Les consommateurs sont de plus en plus sensibles à l'engagement social des entreprises. Ils veulent acheter chez des marques responsables. Exact. Bon, on a fait le tour des avantages de l'accessibilité. Mais concrètement, par où commencer? Qu'est-ce que les dirigeants d'entreprise doivent faire? Pic, Déjà, faire un état des lieux. un audit. Exactement. Identifier les risques, les points faibles. Consulter des experts, peut-être au vent. C'est une bonne idée. Ensuite, il faut obtenir l'adhésion de la direction. C'est fondamental. Sans ça, vous n'irez nulle part. Il faut nommer un responsable de l'accessibilité. Quelqu'un qui pilote le projet. Oui. Et publier une feuille de route. Une roadmap publique, avec des objectifs clairs. Exactement. Et puis, l'accessibilité doit être intégrée à
tous les niveaux de l'entreprise. La conception, le marketing, le service client. Tout ça. Il faut former les équipes, mettre en place des processus. Et ne pas oublier les fournisseurs. Exiger d'eux qu'ils respectent aussi les normes d'accessibilité. Bien sûr. Il faut faire des tests. Des tests avec de vrais utilisateurs. Oui. Y compris des personnes en situation de handicap. Pour voir si tout fonctionne bien. Et il faut documenter tout ce que vous faites. Au cas où il y aurait un contrôle. Exactement. Et les équipes de gestion de produits. Quel est leur rôle à faire? L'accessibilité doit être une priorité dans leurs roadmaps. D'accord. Il faut qu'ils intègrent cette dimension dès le début. Dès la phase de conception. Et qu'ils fassent des tests avec des utilisateurs ayant des besoins spécifiques. Des tests au-delà des tests automatisés. C'est ça. Il faut aussi qu'ils encouragent la collaboration entre les équipes. Les designers, les développeurs, les créateurs de contenu. Tout le monde doit travailler ensemble. Et il faut mettre en place un suivi des problèmes d'accessibilité. Avec des délais de résolution. Bien sûr. Et les designers UX/UI. Qu'est-ce qu'ils doivent faire? D'abord, tester leur création avec de vrais utilisateurs. Encore une fois. C'est essentiel. Ensuite, suivre les directives WCAG 2.1AI. Les fameuses directives. Oui. Et utiliser les fonctionnalités d'accessibilité intégrées à leurs outils de conception. Figma, Sketch. Tout ça. Et les développeurs, j'imagine qu'ils ont un rôle important à jouer. Crucial, oui. Ils doivent coder en pensant à l'accessibilité dès le début. Dès la première ligne de code. Exactement. Il faut qu'ils comprennent la valeur et les limites de l'automatisation. Les tests automatisés ne remplacent pas tout. Non, loin de là. Et il faut qu'ils optimisent les performances et la réactivité des sites web et des applications. Pour que l'expérience utilisateur soit fluide, même avec des limitations techniques. Exactement. Les ressources du W3C sont très utiles pour ça. Je le note. Et par finir, un mot sur les créateurs de contenu et les marketeurs. Eux aussi ont un rôle à jouer. Bien sûr. Il faut qu'ils s'assurent que leurs textes sont accessibles. Des phrases courtes, un langage clair. Tout ça. Et que les PDF, les vidéos, les audios, les images soient aussi accessibles. C'est souvent là que le bas blesse. Oui. Et il faut utiliser un langage inclusif. Éviter les stéréotypes, les discriminations. Exactement. Le site du W3C propose de nombreuses ressources pour ça. Je le note. Et méfiez-vous des solutions miracles. Ah oui? Les widgets d'accessibilité, par exemple. Ce n'est pas une solution durable. Ça ne vous met pas à l'abri d'un contrôle. Non. Bon, on arrive au bout de notre exploration. Pour conclure, quel message retenez-vous de la ALAO? Les AO, ce n'est pas juste une contrainte. C'est bien plus que ça. C'est une opportunité. Pour les entreprises, pour les clients, Pour tout le monde, en fait. pour créer un monde plus inclusif Exactement. et accessible à tous. C'est l'objectif. Merci beaucoup pour toutes ces explications. Avec plaisir. On espère que ce deep dive vous a éclairé sur les AO. Et qu'il vous a donné envie d'aller plus loin. N'hésitez pas à consulter les ressources qu'on a mentionnées. Le site Hackon Gymnasium. Le guide Future is Inclusive. Et surtout, posez-vous la question, comment l'accessibilité peut transformer votre business? C'est une réflexion essentielle. Merci à tous de nous avoir écoutés. À bientôt pour une nouvelle exploration. Et n'oubliez pas, on a besoin de vous sur YouTube. Aidez-nous à atteindre les 1000 abonnés aujourd'hui. Chaque abonnement compte. On compte sur vous. À très vite. Au revoir.